notre promesse, c'est de leur dire faites le meilleur contenu possible. Nous, on gère tout le reste. On estime que nos podcasteurs ont réussi à tisser une relation de confiance très particulière avec leurs auditeurs, avec un niveau de confiance qui est comparable à celui que tu peux avoir avec un ami proche ou quelqu'un de ta famille. Nous, ce qu'on regarde avant de signer même quelqu'un chez nous, c'est son niveau de déter. On veut des gens qui n'ont rien lâché, qui ont sacrifié des choses. C'est pas Matt aujourd'hui, c'est une équipe de 7 personnes. Juste génération d'It Yourself. Et il a démarré tout seul. Et vraiment, lui, il a réussi à être dans ce mindset de réinvestir dans des moyens, etc. Et ça a payé parce qu'aujourd'hui, sa chaîne YouTube, elle est en train d'exploser. Est-ce que vous avez un peu des rituels et tout ça d'équipe ? On a un weekly tous les mardis matins. Et c'est un moment où tout le monde partage ses sujets. J'essaie de la faire la plus rapide possible. On a un code couleur, donc vert, orange, rouge. Vert, c'est des sujets où tout va bien. Ouais. Orange, il y a une alerte. Rouge, help. Christopher est le CEO d'Orso Media. Orso Media, c'est un mix entre un groupe média, donc ils ont leurs propres médias comme La Martingale ou Magma. Ils sont aussi une agence de représentation, où en fait ils représentent les créateurs de contenu auprès des marques pour des campagnes de sponsoring. Et enfin, du conseil stratégique, où en fait ils accompagnent des créateurs à être des marques globales. Aujourd'hui, ils sont 7 salariés et ils génèrent 2,5 millions d'euros. Donc dans cet épisode, on va parler en premier de comment ils sont organisés. En deuxième, on va voir les process pour créer un podcast et lancer des OP avec des marques. Et enfin, on va voir leur stratégie de croissance. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Christopher, bienvenue dans Sous le capot. Salut, merci de ton accueil, merci de ton invitation. Avec plaisir. Tu as été COO de BFM Business, tu as aussi été DG de 01net. Et un jour, tu décides de tout plaquer et de lancer Orso Media avec Mathieu Stéphanie. Aujourd'hui, vous gérez une quinzaine de podcasts, enfin même une vingtaine, avec 7 salariés. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la différence dans ton quotidien maintenant que t'es CEO d'Orso, qui est une beaucoup plus petite équipe, alors qu'avant, c'était un gros bateau. Un gros machin, ouais. Écoute, alors déjà, on peut pas dire que j'ai tout plaqué, tu vois, parce que j'évolue quand même dans le même univers. Ça reste l'univers des médias, du digital, il y a de la vidéo, etc. Bon. Donc ça reste quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la continuité. C'est un saut qui est beaucoup moins courageux, je pense, que des gens qui changent de métier, par exemple, tu vois, qui étaient dans le marketing et qui se retrouvent à faire de la menuiserie. Enfin, là, ok, le risque énorme. Moi, j'estime que c'était un risque plutôt mesuré, contrôlé. Voilà. Après, la différence, disons que 01net.com appartenait à un groupe qui s'appelait à l'époque Next Radio TV, qui est devenu après Altis, et maintenant CMA Media, depuis que ça a été racheté par CMA CGM. Donc 01net, qui faisait partie du groupe Next Radio, était considéré un peu comme une start-up dans la grande boîte. D'accord, ok. Disons que pour plein de bonnes raisons, et je ne les remettais pas en cause, les vaisseaux amiraux de Next Radio à l'époque, c'était BFM TV, c'était RMC, grosse chaîne, grosses ambitions, énorme radio qui était deuxième ou troisième radio de France à l'époque. Donc tu penses bien que 01net.com, dans cet environnement, était pas forcément prioritaire. Et c'était quand même un avantage, parce qu'on nous laissait tranquilles. Et vous étiez combien du coup C'était une trentaine de personnes, 01net. Vraiment une trentaine de personnes dédiées. Après, comme dans ces grands groupes, il y a beaucoup d'équipes mutualisées, équipes techniques, la compta, etc., les RH évidemment. Donc ça, c'est des équipes support. Mais full dédié 01net, on était une trentaine. Et donc, on avait vraiment cet esprit start-up où j'avais vraiment les mains libres. Et j'aimais beaucoup ça. Je faisais beaucoup de choses sans forcément demander l'autorisation. Alors, toujours de manière légale. Mais si tu veux, comme on n'était jamais vraiment prioritaire sur des sujets de développement technique, parfois, je mettais les mains dans le cambouis quand il y avait des pages à monter, des trucs sur des opérations ou des trucs à développer. Je le faisais moi-même, tu vois. Et personne ne me disait trop rien parce que d'une, ça fonctionnait. Il y avait à la fois en termes techniques, ça fonctionnait. Il y avait du chiffre d'affaires. Et les équipes techniques ne pouvaient pas me dire pourquoi tu as fait ça, parce que
3 jours avant, elle me disait mec, ton truc, on peut pas le faire parce que t'es pas la priorité, tu vois. Ouais. Et donc, ça marchait. Et j'aimais bien ce côté à la fois bricolo, mais bénéficier aussi de tout ce que peut apporter un grand groupe avec son aura, son rayonnement et puis ses moyens techniques, tu vois. Il y avait ce savoir-faire dans l'audiovisuel dans ce groupe qui était fort, ce qui nous a permis d'être très très fort en vidéo chez 01net. On a créé 01net TV, d'abord sur le digital, et ensuite on a même créé une chaîne de flux qui était disponible sur les box pour 60 000 €, tu vois. Donc c'est rien. Donc lancer une chaîne de télé pour 60 000 €, c'est rien. Même au sein du groupe, au niveau de la direction, il me disait mais mec, j'ai jamais vu ça. Et parce qu'on avait cet esprit de bricolo, puis on avait déjà cette expérience de faire du contenu, de la vidéo sur le digital, et donc ça nous a permis de le faire rapidement. Mais tu vois, c'était entre 8 et 9 millions de vues par mois, tu vois, 01net télé à l'époque. Et ce qui était étonnant, c'est que 01net était une référence absolue dans son univers, c'est-à-dire les médias high-tech. Toutes les marques voulaient nous parler, on recevait tous les produits en avance, on était invité au keynote d'Apple à San Francisco, enfin on voyageait partout dans le monde. Moi-même je suis allé 10 fois à Las Vegas pour le CES, et donc on avait une importance et une aura hyper importante, mais au sein du groupe, chez nous, à la maison, on était en 3e division. C'était assez particulier comme fonctionnement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait switcher du coup pour te lancer dans l'aventure Orso ? Écoute, avant l'aventure Orso, il y avait quand même BFM Business, donc, qui fait partie du même groupe. Il y a eu une opportunité à ce moment-là, parce que la direction de BFM Business était vacante. Et donc, Arthur Dreyfus, qui était le patron de la branche média, m'a proposé de prendre la suite. Je pense qu'on avait un très bon fit, lui et moi, parce qu'il voyait ce qu'on arrivait à faire avec très peu de moyens, en étant un peu bricolo. Et il aimait bien cet esprit un peu aventurier. Et je pense qu'il voulait insuffler ça chez BFM Business. Et BFM Business, écoute, une expérience de dingue. C'était 130 personnes, des équipes techniques, une grosse régie, une grosse rédaction digitale, une grosse rédaction antenne, radio, télé, plateau. J'ai appris beaucoup de choses avec des coûts, des charges que j'avais pas à l'époque dans 01, en tout cas pas dans de telles proportions. C'était assez dingue, mais c'était aussi un média qui cristallisait beaucoup plus de sujets politiques en interne, tu vois. C'est un média dans lequel on recevait beaucoup de très grands patrons, des grandes personnalités, et donc ça a toujours été un sujet un peu plus sensible, et donc c'est un poste dans lequel j'avais plus à rendre des comptes. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment, plus politique. Et je me rendais compte aussi que 90% de mon temps, c'était régler des problèmes ou faire en sorte que celui-là il soit content. Voilà, exactement. Arrondir les angles, faire de la diplomatie. Ce qui n'est pas forcément, moi, ma zone de génie. Surtout quand j'étais au sein de ce groupe dans une configuration où je faisais un peu ce que je voulais chez 01. Et donc, j'ai compris que c'était pas forcément là que j'allais m'épanouir le plus. Et donc, j'avais aussi cette idée en tête en parallèle avec Orso, avec Mathieu Stéphanie, on se connaît depuis pas mal de temps quand même. Et je voyais ce qu'il faisait avec Génération Do It Yourself, qui était dans un sens ou dans un autre un média concurrent de ce qu'on pouvait faire chez BFM Business. Et je voyais surtout l'agilité qu'il avait réussi à développer. Tu vois, il faisait à l'époque déjà 300 000 écoutes par mois, 250 ou 300 000 € de chiffre d'affaires par an. Ils étaient 2, tu vois. Donc c'est le ratio nombre de TP, chiffre d'affaires et audience, c'était dingue par rapport à nous, ce qu'on était capable de faire chez BFM Business, où encore une fois, BFM Business, c'est un média, je crache pas du tout dans la soupe, c'était super, et les équipes sont géniales, il y a des grands talents, mais il y a une inertie de fou. Enfin, il y avait à l'époque, en tout cas quand j'y étais, et si tu voulais lancer un podcast natif chez BFM Business, c'est long, quoi. Fallait convaincre, puis on te demande 30% d'augmentation, et puis à la régie, on te dit attends, mais moi, c'est quoi, machin, ça va faire quoi, ça va ramener 20 000 balles par an, c'est que dalle. Et donc, on le faisait pas, ou bien ça prenait un temps fou. Et je voyais ce que Mathieu arrivait à faire lui tout seul, et je trouvais ça vraiment grisant.
Et je voyais aussi cette scène de la creator economy devenir de plus en plus dynamique en France sur ces sujets-là, de finances perso, d'entrepreneuriat, des sujets un peu boring sur le papier, et donc qui n'étaient pas trop concernés par la creator economy avant, mais on voyait quand même, voilà, on voyait à cette époque-là de plus en plus de youtubeurs, de podcasteurs émerger et faire des audiences assez importantes, mais atteindre une sorte de plafond de verre en termes d'audience, en termes de revenus. Souvent, les podcasteurs eux-mêmes sont mal placés pour se vendre eux-mêmes. Ils ne savent pas trop faire. Comme s'il manquait quelque chose, en fait. Ouais. Et donc, on s'est dit qu'on allait monter une structure, une sorte de label qui allait regrouper non pas tous les podcasteurs business et finances perso de la place, mais en tout cas ceux qui ont de l'ambition, qui veulent vraiment faire de leur podcast ou de leur chaîne YouTube un média à part entière, avec un business model de média, qu'on allait les regrouper dans un label et être une sorte de groupe média as a service pour eux. Donc, notre promesse est de leur dire, faites le meilleur contenu possible. Nous, on gère tout le reste. On gère vos sponsoring, vos revenus, l'hébergement de votre podcast. Si vous avez besoin d'un studio, venez enregistrer, etc. On va prendre toutes les sollicitations des marques, etc. On va filtrer et on va faire pour vous toute la partie administrative, facturer, etc., qui peut être très énergivore. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé Orso Media avec une petite poignée de podcasts. On était 7 ou 8, je crois, au début. Et c'était comment les débuts alors quand t'es les arrivé, débuts, écoute, j'étais tout seul. J'étais tout seul, ce qui m'allait plutôt bien, parce que je me retrouvais les mains libres. Et plus devoir faire de politique. Voilà, plus besoin de demander à qui que ce soit pour dépenser 15 €, tu vois. Donc, totalement grisant de me dire qu'on partait d'une page blanche et qu'on allait tout écrire. Donc, du site web au logo, au process, j'ai tout fait quasiment tout seul au début. Il y avait quand même Magali, que je salue, qui était une contrat pro, qui était vraiment super, qui m'a aidé sur des sujets plus de communication, gestion des réseaux sociaux, qui était c'est important d'avoir ça, mais disons que je voulais pas moi passer trop d'énergie là-dessus, parce que mon enjeu, il était surtout de faire du chiffre et de trouver des sponsors et faire en sorte que les podcasteurs qui nous avaient fait confiance au début, qui ont signé chez Orso Media, soient contents. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on démarre comme ça, on teste un peu le marché, et si ça marche, on staffe. Et il se trouve qu'en 6-7 mois, on a atteint rapidement 650 700 000 € de chiffre d'affaires. Donc, on s'est dit, OK, ça marche bien, il y a du potentiel. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à la recherche d'un directeur commercial. Et on a trouvé cette pépite que je salue, qui s'appelle Thomas Alombert, qui nous a rejoint, qui était lui avant chez Dailymotion. Il est aussi passé par Canal+, Webedia. Et donc, super fit, super profil, et qui est devenu aussi associé dans Orso assez rapidement. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure d'Orso Media a démarré. Et aujourd'hui, là, vous gérez donc ces 20 podcasts avec une équipe de 7 personnes, ce que tu me disais. C'est quoi un peu votre organisation au quotidien ? Écoute, alors on a une vingtaine de podcasts. Ce qui est important de rappeler, c'est que les podcasteurs avec lesquels on est en contrat exclusif, ou pas d'ailleurs, gèrent eux-mêmes leur prod. Donc le montage, le tournage, enfin c'est eux qui gèrent, quoi. Leurs réseaux sociaux, la publication, mettre en ligne leurs épisodes sur notre plateforme d'hébergement, etc. On estime qu'ils doivent garder vraiment la main sur tout ce qui est éditorial. Alors nous, on est là, on leur fait des retours si besoin. On leur dit, tiens, tel truc, j'aurais peut-être fait comme ci, comme ça. C'est un avis consultatif, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, ce qui fait que, en termes de charge opérationnelle, c'est quand même assez allégé. On va dire. Oui, tu ne dois pas produire le... Voilà. Ce qu'on produit, par contre, c'est les formats qui nous appartiennent. Aujourd'hui, on a La Martingale, qui est un podcast qui a franchi récemment ses 300 épisodes. Donc, c'est un podcast historique qui est une référence aujourd'hui dans les finances perso. On pourra en reparler parce qu'on a des projets on a une stratégie assez spécifique là-dessus.
On a Combien ça gagne. On a Vivement à la reprise. C'est un projet qu'on lance là au mois de mars. Alors, je ne sais pas quand est-ce que sort cet épisode, mais sortir en mars. Sorti en mars. Et puis Passion Patrimoine, qui est un autre podcast plus métier sur le conseil en gestion de patrimoine, animé par Karine Dany. Et donc là, par contre, sur ces formats-là, on gère 100% de la production. Ils sont tournés chez nous. On gère le montage audio, on gère le montage vidéo, la publication, etc., les réseaux sociaux. Donc, comment on a organisé ? On a vraiment une équipe commerciale, Thomas avec Dylan, qui sont en relation avec les agences, avec les sponsors, avec les annonceurs. On prend des briefs, on va les solliciter, etc. Donc ça, c'est vraiment leur quotidien. Mais eux, ça veut dire qu'en gros, ils répondent plutôt à des demandes ou ils vont chasser. Alors, nous, on a un mode de commercialisation qui est assez spécifique. Il faut savoir qu'on ne fait pas de format classique. Il n'y a pas de pub audio de 30 secondes ou de spot radio. Non pas que je dénigre ce format, c'est un format ancestral, il marche bien, et puis il a fait ses preuves, mais on estime que nous, notre input, il n'est pas là. On estime que nos podcasteurs ont réussi à tisser une relation de confiance très particulière avec leurs auditeurs et avec un niveau de confiance qui est comparable à celui que tu peux avoir avec un proche, un ami proche ou quelqu'un de ta famille. Et donc, on s'appuie vraiment sur cette relation de confiance pour faire passer le message des annonceurs. Ça veut dire que c'est aussi très contraignant parce que donc on fait que du host-read, c'est du sponsoring dans la voix du podcasteur. Salut, c'est Nicolas. Avant de vous présenter l'invité du jour, j'aimerais vous parler de mon sponsor X ou Y. Il est fantastique, ça fait 2 ans que je l'utilise, blablabla. Bon. C'est assez contraignant parce que ça engage ta crédibilité, ça engage ta recommandation. Et donc, il faut que tu sois sûr. Il faut vraiment que tu sois convaincu. Sinon, on ne le fait pas. Nous, on refuse entre 30 et 40% des appels entrants. Soit parce qu'on n'est pas aligné avec ce que fait la marque. Oui, si tu es un concurrent, je ne sais pas, tu prends un truc de comptabilité, c'est le concurrent qui vient t'approcher. Voilà. Et soit, effectivement, c'est un concurrent. Et on ne peut pas lundi dire Conto c'est fantastique et mardi dire, je ne vais pas en citer une autre, mais banque X ou Y, non mais en fait ouvrez un compte chez eux parce qu'ils sont encore mieux, soi-disant ils nous payent encore mieux. Voilà, donc ça on peut pas le faire. Et donc c'est une contrainte. Alors que si on faisait du format pub classique 30 secondes, on pourrait. Tu vois, aujourd'hui tu allumes ton poste de radio ou la télé. Dans une même fenêtre de pub, tu as Peugeot, Renault, Nissan. Voilà, c'est pas un sujet. Et donc, tout ça pour dire que l'équipe commerciale, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va déjà demander aux podcasteurs c'est quoi les marques, les produits, les outils, les services que tu utilises vraiment au quotidien et que tu kiffes, que tu serais prêt à recommander à ton meilleur ami ou à ton cousin. Et donc, on fait une sorte de stack. OK, ta banque pro, c'est ça. Ton outil de compta, c'est ça. Quand tu crées des sites internet, c'est ça. Tac, 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 tac. Et on va aller solliciter ces acteurs-là en priorité. Et, soit on est déjà en contact avec eux, soit on les a pas. Et donc, c'est tout un travail d'aller les chercher. On leur dit, voilà, nous, on a ce podcasteur. Il a telle audience, hyper qualifiée, sur ta cible. Il utilise déjà tes services, il est convaincu, il adore. Nous, on te propose de le faire at scale, de faire de la recommandation at scale avec des intégrations dans les épisodes de podcast, sur la chaîne YouTube, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment la priorité pour les équipes. Et ensuite, on a évidemment beaucoup d'appels entrants. Et donc, nous, on sert de filtre. On dit un peu ce qu'on en pense au podcasteur. On dit, bon, voilà, tel acteur, il fait ci. Nous, on pense que, je sais pas si ça c'est vaut plutôt le coup. les agences du coup qui vous démarchent parce qu'ils ont des clients. Des agences qui nous envoient des briefs. C'est pas toujours évident d'ailleurs parce que beaucoup d'agences nous demandent beaucoup de briefs. Donc ça nous fait beaucoup de taf pour répondre à toutes ces demandes et parfois, dans 80% des cas, le brief tombe à l'eau parce que la campagne se fait plus puisqu'ils sont sur d'autres sujets, machin. Et donc ça, j'avoue que c'est assez fatigant, mais on est obligé de composer avec. C'était déjà le cas chez 01 et chez BFM, c'est le jeu. Et voilà, mais sinon, donc on filtre. Et à minima, quand on a une sollicitation de la part d'un acteur qu'on ne connaît pas, on demande à tester, à essayer, si c'est un produit physique, à le recevoir, machin, jouer avec, si c'est un outil, à créer un compte.
Voilà. Et, jamais on ne fait de recommandation d'outils À de la service veille, qu'on n'a quoi. pas testé, qu'on n'a pas utilisé, qu'on ne recommanderait pas à quelqu'un de sa famille. Ok. Donc ça, c'était pour la partie sales. Et après, c'est quoi les autres équipes Après, donc on a une partie plus prod. Ouais. Donc dans l'équipe, on a un monteur en interne qui fait de l'audio essentiellement, mais aussi de plus en plus de vidéos. Jayan, je l'appelle Super Jayan parce qu'il est exceptionnel. On pourra parler de recrutement et on peut dire plein de choses sur tiens, cette nouvelle génération qui est ceci, cela. Lui, pépite. Donc voilà, je l'embrasse. Salut Jayan. Donc lui, il gère vraiment le montage de tous nos podcasts maison. Et de temps en temps aussi de podcasts qui viennent enregistrer chez nous et qui ont besoin d'un coup de pouce en prod. Et donc on assure aussi le montage. Dans l'équipe, on a aussi une équipe dédiée à la martingale. Donc c'est Amaury Mestre, Amaury de Tonquédec. J'ai confondu avec un autre Amaury, n'importe quoi. Amaury de Tonquédec qu'on a débauché chez BFM Business, figure-toi, qui était producteur d'une émission qui s'appelle sur les finances perso. Et donc il est aujourd'hui en charge de la martingale et de toute la stratégie de la martingale. On pourra en reparler. Il est journaliste aussi, donc il a lui-même un format qui s'appelle Allô la martingale. C'est c'est une déclinaison du format principal et qui bosse avec François Simonin, qui est lui alternant journaliste. Voilà. Mais tout ça, c'est vraiment des équipes en interne. Mais tu vois, sur la martingale, on fait intervenir beaucoup de prestataires avec qui on bosse très régulièrement. Sur du montage vidéo, sur la création des shorts, sur de la rédaction d'articles en lien avec les épisodes, etc. Et puis, voilà, la martingale, on a vraiment cette ambition d'en faire un média global sur les finances perso et non pas qu'un podcast. Donc, on met beaucoup de ressources aujourd'hui sur YouTube. Donc, la chaîne grandit pas mal. On doit être pas loin des 20 000 abonnés aujourd'hui, sachant qu'on était à 0 en janvier dernier. Et donc voilà, mais il y a encore beaucoup de choses à optimiser, à faire. Sur le social, pareil, on développe des formats qui sortent du podcast. Donc c'est beaucoup des carousels, des news, donc des posts. Tu dois les voir passer. Ouais, c'est ça, il y a l'actu. Donc ça, on bosse avec Benjamin qui nous aide là-dessus et qui est au taquet au quotidien pour trouver les bons sujets et les mettre en ligne. Et on a aussi une newsletter. Voilà, donc on en fait un média global, plus un service en bêta que j'ai codé en août avec Lovable, ma passion du moment. On pourra en reparler si tu veux. Et puis enfin, dans l'équipe, il y a Esther Moisy-Kirschbaum qui gère notre newsletter Magma. Donc ça, c'est pas du tout un podcast ni une chaîne YouTube, c'est une newsletter premium, donc par abonnement. Et tous les vendredis, tu reçois dans ta boîte mail des tendances business émergentes dont tu n'as jamais entendu parler, par ailleurs. Et on suggère, à côté de ces tendances émergentes, des opportunités de business. Donc tiens, si cette tendance est amenée à se confirmer comme on le pressent, le marché aura besoin de tel outil pour faire ça, le marché aura besoin de tel acteur, voilà, etc. Et donc, c'est aussi une communauté. On a un petit millier d'abonnés aujourd'hui sur Magma. Et voilà, gros enjeu de développement aussi de la base d'abonnés là-dessus. Et est-ce que vous avez un peu des rituels et tout ça d'équipe pour justement que l'équipe fasse corps aussi, enfin... Ouais, bon, après, on a des rituels. On a un weekly avec tout le monde, tous les mardis matins. Alors, il y a une question qui pourrait être pourquoi pas le lundi, mais je trouve que le lundi, si tu fais ton weekly le lundi, tu dédies quasiment toute ta matinée à préparer ton weekly. Alors que le lundi, tu as déjà 2 jours de retard sur le... Je suis d'accord avec toi. 2 jours de week-end. Donc moi, je préfère qu'on priorise ce qui n'a pas été fait pendant 2 jours. C'est normal, c'est le week-end. Il y a pas de... Je suis pas en train de dire que les gens ne doivent pas prendre de week-end, mais je préfère que les gens soient directement d'attaque le lundi sur des sujets très opérationnels. Et on attaque vraiment... et on fait ce weekly d'équipe le mardi matin. Et c'est un moment où tout le monde partage ses sujets. J'essaie de la faire la plus rapide possible
et faire en sorte que chacun ne partage que les points les plus saillants. Tu vois, c'est vraiment un point d'information, partage d'infos. Côté sales, voilà où on en est sur le chiffre, on a vu tel acteur la semaine dernière, on en est là, nanana. Ok, tout ce qu'il y a de nouveau ou tout ce qu'il y a de compliqué. Donc ça pour toutes les équipes, un update sur les chiffres, etc. Et c'est un rituel aussi qui est introduit par Thomas, il faut rendre à Thomas ce qui lui appartient, dans ce weekly qui est fait sur Notion. Donc comme ça, on a le CR sous les yeux. Chacun doit préparer ses parties avant le weekly. Comme ça, au moins, voilà. c'est... on a un code couleur, donc vert, orange, rouge. Vert, c'est des sujets où tout va bien. Voilà, tout roule, pas besoin d'aide. Orange, il y a une alerte. Voilà, il y a un point d'attention. Il est là, on s'en occupe, mais on vous le communique. Rouge, help. Rouge, il y a un gros problème, j'ai besoin d'aide. Faut qu'on en parle, quoi. Voilà, faut qu'on en parle, il y a un truc à faire et c'est urgent. Et on a ce code couleur sur un peu toutes les parties, ce qui nous permet de ressortir plus clairement tout ce qui... les actions qu'on doit mener à la sortie de ce weekly, quoi. Tu vois. Et l'autre point, c'est qu'on utilise beaucoup Nuta, qui est un outil de prise de notes. Donc c'est-à-dire que même sur nos weekly, même quand on les fait en physique, on branche nos ordi avec un Meet. Comme ça, on a un compte-rendu. Voilà. Et tout le monde est focus sur la réunion plutôt que de prendre des notes. Maintenant, tu peux faire avec l'IA de Notion en direct. Oui, mais comme tu l'as peut-être vu, je suis très eurocentré en ce moment, donc j'essaye de privilégier des outils européens. Mais ouais, je sais qu'on peut le faire aussi avec Notion. Voilà, et puis après, j'ai quand même des one-to-one avec chaque lead dans les équipes. Donc tu es en direct un peu avec tout le monde quand même. Sauf sur l'équipe commerciale. Donc moi, j'ai un one-to-one avec Thomas, qui est mon associé, qui lui-même a un one-to-one weekly avec Dylan dans son équipe. Et moi, j'en ai un chaque semaine avec Esther pour Magma, avec Amaury pour la Martingale. Et depuis peu aussi avec Jayan, parce que Jayan qui fait de la post-prod en réal, il gère aussi notre studio. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune raison qu'on ne se parle pas plus. Donc là, on ne se parle pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines. Pareil, très rapidement, tiens, on fait un tour du studio. Est-ce que tout roule? Qu'est-ce qu'on peut acheter pour améliorer les process, de quoi on a besoin, etc. etc. Et c'est quand même utile qu'on se parle. C'est clair. Voilà. Et puis pareil, sur chacun de ces points, on a des Nuta, des Notion. Je sais que toi, tu me disais, moi, ma mission aussi, c'est que tout se fasse. Je me souviens, quand je t'ai demandé c'est quoi un peu ton rôle en tant que CEO, tu me disais, il faut que les projets ils avancent, etc., et que la vision soit claire. C'est quoi un peu ta vision de définir les objectifs avec ton équipe, etc. Comment tu cadres ça? Je sais pas, tous les trimestres, tu as des objectifs? Est-ce que... Bah écoute, j'ai un peu un modèle à la chinoise, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas si tu connais la capacité des Chinois à planifier avec leur plan quinquennaux. Et si on fait le parallèle avec la Chine dont on revient là, avec L'actu et Clem, avec le film qu'on a sorti, disons que, alors on a ces entretiens individuels qui sont quand même c'est un vestige des grands groupes, mais quand même, faut se dire ce qui est. C'est des points importants, je trouve, avec les équipes, parce que ça permet de suspendre le temps et d'évoquer des sujets que tu n'as pas forcément l'habitude d'évoquer tout au long de l'année. Et c'est aussi l'occasion de fixer les objectifs pour l'année d'après. Et donc, on se fixe... moi, j'aime bien me dire, au 31 décembre de l'année d'après, il faut qu'on ait fait ça. Et il y a aussi des objectifs au quarter, parce que tout le monde est incentivé au quarter. Et donc, on découpe cet objectif en 4 micro-objectifs plus petits. Et donc, chacun sait à peu près où il en est. C'est toujours dur de fixer des objectifs parce qu'on a envie d'être très ambitieux, mais en même temps, si c'est pour être très ambitieux et que personne ne les fasse, donc ça frustre tout le monde. Ça plombe tout le monde. Et l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose de réaliste. Et ce qu'on aime bien faire, et ça c'est Mathieu aussi qui aime bien le faire, et je le suis de plus en plus là-dessus, c'est donc des objectifs réalistes et des moonshots. Ok, ouais. C'est-à-dire, voilà, si on atteint ça,
on pense qu'on peut l'atteindre, et donc il n'y a aucune raison qu'on ne l'atteigne pas. Par contre, si on fait x2, x3, là, on est prêt à aller beaucoup plus loin en termes d'incentives et de primes. Ok. Donc, ce qui permet d'avoir un peu les deux. Donc, si tu te butes, tu sais aussi que tu peux en savoir. Voilà, et puis, c'est sûr que c'est weekly, chaque semaine. Il commence toujours par le même rituel. Moi, je prends la parole sur des points que j'ai envie de communiquer aux équipes, des choses que j'ai vues sur le marché, des points d'info. Et c'est de temps en temps aussi un moyen de rappeler les objectifs. Et voilà, moi, c'est vraiment le truc le plus difficile, je trouve, de garder tout le monde aligné. Parce que tu peux être tenté de pivoter tous les 2 mois. En fait, c'est ça. Et surtout quand tu as des tendances, enfin des nouveaux trucs qui arrivent. Et tu peux vite être dispersé, perdre ton attention et avoir l'impression de lézarder. Et moi, je me fais pas mal violence pour être très discipliné avec les objectifs qu'on s'est fixés et ne pas dévier. Ou en tout cas, mais en même temps, il faut pas rejeter des choses nouvelles qui arrivent. C'est ça, Donc, c'est comment on intègre un peu de ces nouvelles pratiques, de ces nouvelles tendances dans les objectifs qu'on s'est fixés pour quand même aller dans la bonne direction. Quoi. Mais je trouve que le fait de les relire souvent, ça t'aide à garder ce cap. Quoi. Rien de pire que de t'annonces des objectifs et tu les regardes le 31 décembre parce que tu te dis punaise, en fait t'as une sensation d'échec aussi. Quoi. Et d'ailleurs, dans ces weekly, sur Notion, donc on a les objectifs à l'année ou au trimestre qui sont bien notés, qui sont là et qui bougent pas. Quoi. Ok. Trop bien. Et toi, comment justement t'arrives à faire en sorte que les équipes elles dévient pas justement de ces objectifs? Parce qu'après il y a aussi tout ce qui est sollicitation extérieure, etc. Enfin, qui est savoir dire non au final. Ouais, mais écoute, de toute façon, comme on a des objectifs aussi trimestriels, ça permet déjà de les rappeler et de les remettre dans les esprits. Et après, en fonction des profils, mais tu en as certains pour lesquels c'est très clair, très limpide et qui sont dans ce besoin d'avoir des objectifs clairs. Donc pour eux, c'est clair, ils les ont bien en tête. Et il y en a d'autres pour lesquels c'est plus nébuleux et c'est sûr il faut les rappeler faut les rappeler sans arrêt quoi. Il y a toujours un peu tous ces types de profils et alors pareil je ne les hiérarchise pas mais tu as des profils qui sont un peu plus qui peuvent ils sont plus se disperser c'est ça, voilà. Mais en même temps ils peuvent se perdre dans un truc aussi qui fait la différence. Exactement, c'est ça. Ok. Vu que vous développez là vos propres podcasts aussi, est-ce que vous avez, je sais pas, un espèce de playbook où en fait vous dites, en fait, on va lancer un nouveau média, on s'y prend comme ça, enfin. Écoute, on n'a pas forcément un playbook, mais on a créé un doc qui s'appelle il est horrible à prononcer. À chaque fois que je dois le prononcer, on appelle ça le podcast Kickstart. Ok. Tu vois, je l'ai dit un peu lentement parce que sinon je rip, c'est sûr. C'est quoi ce doc? En fait, on est beaucoup sollicité par des gens qui veulent lancer leur podcast et qui nous demandent des conseils, etc. Et on pourrait se dire que c'est du temps perdu, qu'il faut pas répondre à ces sollicitations, mais moi, j'essaie de parler, de consacrer au moins 30 minutes à toutes les personnes qui nous sollicitent là-dessus. Okay. Parce que déjà, c'est toujours très intéressant de rencontrer de nouvelles personnes, essayer de comprendre aussi pourquoi elles veulent lancer leur podcast, même si j'ai aucune optique de les lancer chez Orso, mais t'es pas à l'abri que parmi les sollicitations, tu tombes sur un profil hyper intéressant où tu dises ok, waouh, profil de ouf, je vais vraiment suivre de très près son projet. Et donc, c'est très nébuleux au début. Tiens, je veux lancer un podcast. Mais souvent, les gens ne savent pas pourquoi, pour qui, à quelle fréquence, et n'ont aucune idée du temps, du sacrifice, de l'investissement que ça représente. Et donc, dans ce doc, c'est une sorte de document de cadrage. Souvent, je leur file le modèle Google Drive, quoi. Et il y a 3-4 parties que tu peux compléter dans l'ordre ou pas. Mais globalement, tu dois répondre à plusieurs questions. Moi, une question que j'aime bien, c'est dans quel état tu veux mettre ton auditeur. Partant du principe qu'il est dans un état A, dans quel état B tu veux le mettre à la fin de l'épisode. Et là,
Il y a plein de réponses possibles. Je veux qu'il soit motivé comme jamais. Je veux qu'il ait appris un truc de ouf. Je veux qu'il soit ému. Je veux qu'il soit... Enfin, voilà. Voilà. Et donc, ça, c'est ta North Star. Il faut que le ton que tu emploies, les questions que tu vas poser, les invités que tu vas recevoir, il faut que tout ça soit vraiment compatible avec cet objectif d'état. Ensuite, il y a pourquoi toi, tu es la meilleure personne pour faire ce podcast. Ok. Qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, dans ton expérience, dans tes valeurs, qu'est-ce qui fait que toi, tu es la meilleure personne pour porter ce projet? Et c'est une question que personne ne se pose, mais c'est de l'ordre de l'intuition. Tout le monde se dit, tiens, je vais lancer ce podcast parce que je kiffe. Ah non, il faut que ce soit un peu plus construit, un peu plus élaboré. Ensuite, c'est quoi, à qui tu parles, quelle est ta cible, sachant que tout le monde n'étant pas une réponse valable. Non, mais la plupart des gens me disent un peu tout le monde, parce que tu vois, dans l'univers professionnel, il y a des gens que ça peut intéresser, et puis dans le particulier aussi, etc. Enfin, oui, tu lances un podcast sur la fréquence, comment dire, les échanges boursiers à haute fréquence. Oui, t'es pas à l'abri qu'il y a un menuisier que ça passionne dans son temps libre et qu'il l'écoute, mais c'est pas ta cible principale. Donc, travaille bien ton audience et ta cible, parce que c'est c'est rassurant que s'il n'y a pas tout le monde qui comprend, quoi. Mais oui, parce qu'il faut que tu adaptes ton niveau de langage, les questions que tu vas poser. Et enfin, dernière question, c'est projette-toi dans une liste de 10-15 premiers invités réalistes. C'est-à-dire... tu vas pas mettre Barack Obama. Évidemment que tout le monde adorerait avoir Barack Obama, mais tu le connais pas, il te connaît pas, enfin, ça se fera jamais, tu le sais. Enfin, faut jamais dire jamais. Mais est-ce que toi, déjà aujourd'hui, dans ton réseau, tu as les bons invités pour ce podcast, ou bien est-ce que tu es à un clic des uns et des autres, etc. Et ça, c'est hyper important parce que tu peux avoir le meilleur concept du monde, mais si t'as pas les bons invités, si t'as qu'un invité, ou t'as construit tout ton concept sur un invité avec lequel tu rêves de faire un épisode, mais qu'après t'es à poil, ça sert à rien, tu vois. Et chez BFM ou même chez 01, la question se posait souvent, c'est-à-dire il y a plein de gens qui venaient nous pitcher des super projets d'émissions, mais c'était impossible de les tenir sur la longueur, tu vois, parce que tu pourrais faire une très belle émission, une deuxième éventuellement, mais la troisième, ça s'arrête, quoi. Ça te demande une énergie et des ressources colossales pour aller chercher les bons profils, etc. Et donc, une fois que tu as répondu à tout ça, tu as vraiment fait 90% du job. Tu as quasiment écrit ton introduction, tu as quasiment écrit le descriptif de ton podcast, tu as déjà commencé à te projeter sur les invités, et donc tu as déjà commencé à envoyer des mails. Et donc, non seulement ça te met déjà dans l'action, mais ça te permet de cadrer au max le truc. Donc, on n'a pas vraiment de playbook, mais on a ce doc qui, me semble-t-il, est assez utile aux gens à qui on l'a partagé. Et après, sur nos projets en interne, souvent, ça peut partir d'une intuition, tu vois, sur Vivement la reprise. On a été un peu soufflé par un chiffre qui est sorti, je crois, en octobre dernier de l'INSEE. Entre 2025 et 2030, 370 000 chefs d'entreprise vont partir à la retraite. C'est toute la génération de baby-boomers qui ont monté des boîtes et qui vont se retrouver là à la retraite. Donc, ils vont vendre leur boîte, ou leur boîte va se retrouver sur le carreau. Et ça concerne aussi 4 millions de collaborateurs. Donc, c'est énorme l'impact. Et on a vu ça, on s'est dit, mais attends, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose, nous, à notre niveau. Et on est parti du principe que on pense que l'État est conscient de la situation et que va encourager davantage la reprise. Peut-être la faciliter, la fluidifier, ajuster la fiscalité, etc. pour faciliter la reprise d'entreprise et éviter de mettre 4 millions de personnes sur le carreau, etc. Et donc, l'idée est venue de là, et on s'est dit, mais on va créer un format dans lequel on va apporter de la pédagogie sur la reprise d'entreprise, qui peut paraître un peu compliquée comme ça, complexe, très jargonneuse, réservée à des experts du M&A. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça de reprendre une boîte. Il faut juste avoir les codes, quelques bons conseils, les erreurs à éviter.
Et c'est peut-être même la façon la plus intelligente aujourd'hui de devenir entrepreneur, plutôt que de monter une boîte. Tu pars pas de zéro en fait. Tu as un historique. C'est ça. Tu as une marque qui existe, tu as déjà des clients, tu as déjà des recrutements. Les recrutements sont faits. Donc c'est peut-être la manière la plus intelligente de monter une boîte aujourd'hui. Et donc, dans ce format, Vivement la reprise, on s'est dit que on allait recevoir des chefs d'entreprise qui ont fait cette démarche et qui allaient nous raconter comment ça s'était passé. Depuis la recherche d'opportunités à saisir, comment s'est faite la valo de la boîte, comment se sont passés les négos, est-ce que ça a été tendu, le financement, qu'est-ce qu'ils ont fait le premier jour, tu vois, ils se sont retrouvés avec une équipe qu'ils n'ont pas choisie. Comment tu fais? Est-ce que les process, est-ce que tu changes tout? Est-ce que tu changes rien au contraire parce que tu n'as pas envie de tout casser? Et donc, on a enregistré le premier épisode là cette semaine. Très prometteur. Donc, on est très content. Et donc, mais du coup, ça veut dire que vous lancez, en fait, après vous dites on verra. Enfin, comment? Alors, est-ce que vous avez un shortcut à un moment? Pour le coup, pour celui-là, tout s'est très très bien passé. Okay. C'était vraiment un alignement de planète parce qu'on a eu cette idée. Très vite, on a monté le concept. Et c'est là où je te dis que moi, j'aime bien aussi mettre les mains dans le cambouis. C'est que j'ai fait le logo, j'ai fait le deck commercial assez rapidement. Et on a monté une offre avec Thomas, une offre de lancement, de parrainage. Et on l'a fait circuler auprès de quelques acteurs sur le marché dont on pensait qu'ils seraient intéressés. Donc des acteurs bancaires notamment. Et ça a fait mouche. Et on a eu 2 boîtes sur le coup. Et on a signé avec une des 2. Ouais. Et donc, jour 1, le projet est déjà rentable. Il est déjà sponsorisé. Donc, on aura une chaîne YouTube, la version audio, un compte social media avec des contenus additionnels. Donc, là, ça se passe super bien. Ce qui a été presque aussi plus long, c'est de trouver la bonne incarnation pour ce format. Parce qu'on voulait une incarnation qui maîtrise quand même des sujets sur l'entrepreneuriat, mais qui soit pas trop boring, qui apporte un regard un peu neuf, un peu pédagogue. Et donc, on a trouvé un super profil, la personne de Philippine Dolbo, qui intervient sur BFM, qui intervient aussi dans des podcasts de l'Express, qui est vraiment super. Elle était un peu médiatisée à l'époque parce qu'elle était... Elle n'avait pas lancé une start-up Ouais, à 15 ans. Elle a monté sa boîte à 15 ans. Elle a été considérée un temps comme la plus jeune entrepreneuse de France. Super smart. On est très content de l'avoir embarquée dans le projet. Elle est tombée fan du projet dès le départ, donc on est très content. Donc là, gros alignement de planète, on est vraiment très content. Okay, ouais. Et après... tu me disais, le but aussi, c'est de pousser un podcast, ou c'est ce que vous faites avec les différents podcasts aussi que vous commercialisez, de le transformer en groupe média. Ouais. C'est quoi un peu du coup les étapes une fois que tu as un podcast pour que ça devienne un vrai média? Enfin, pas un groupe média, pardon, un vrai média. Ouais. Un vrai média. Ouais, écoute, nous, on estime qu'il y a un peu 2 familles de podcasts aujourd'hui. En tout cas, dans nos univers finance perso business. Tu as les podcasts portés par des profils qui font avant tout de ce podcast un outil marketing, un outil d'acquisition. Et c'est OK. Je veux dire, c'est même très malin de créer du contenu à valeur ajoutée pour travailler sa notoriété, sa légitimité et trouver des nouveaux clients. Donc ça, c'est très bien. Et l'autre famille, c'est plutôt des podcasts avec une optique très média. Et donc, tu as un modèle économique de médias. C'est-à-dire tu crées une audience. Et comment tu génères des revenus? C'est en monétisant cette audience, en monétisant l'inventaire que tu crées. Là où dans le premier modèle, tu as un chiffre d'affaires indirect parce que tu vas financer, le podcast va se financer par les clients que tu vas éventuellement générer via ce podcast sur ton activité principale de consultant, de freelance, etc. Donc ça, c'est vraiment 2 familles différentes. C'est difficile de transformer les premiers en des médias à part entière parce que quand même la finalité, c'est de nourrir une activité principale de freelance. Mais dans le deuxième cas, écoute, nous, ce qu'on regarde, c'est, avant de signer même quelqu'un chez nous, c'est son niveau de déter. Ok. On veut des gens déter. On veut des gens qui
qui n'ont rien lâché, qui ont sacrifié des choses, qui ont investi d'eux-mêmes, de leur temps, de leur argent, et qui en ont bavé pendant 1 an et demi, 2 ans, et qui ont tenu le coup, et qui commencent à récolter les fruits, donc qui commencent à avoir une audience installée, des retours, des opportunités qui se créent, etc. Et en fait, ces profils-là, pour nous, c'est les meilleurs, parce que c'est avec eux qu'on a envie de bâtir des choses plus fortes, tu vois. C'est eux qui vont être prêts ensuite à investir le chiffre d'affaires qu'on génère pour eux dans des moyens vidéo, dans des prestats qui vont élever le niveau en termes de prod, de vidéo verticale, de présence sur les réseaux sociaux. Pour le faire Exactement. grossir. Comment tu scales un média de créateur de contenu en un média à part entière? Eh ben, c'est en réinvestissant tes premiers euros dans ta propre prod, parce que ça te permet d'accélérer, de construire sur ce que tu as déjà bâti, et c'est comme ça que tu grossis, tu vois. Beaucoup de podcasteurs qui ont parfois atteint ce palier où ils commencent à générer des revenus intéressants, mais ça y est, ils se sont sentis un peu arrivés, entre guillemets, et c'est OK, hein, chacun fait comme il veut. Et se sont dit, OK, c'est ma source de revenus, donc je me verse des dividendes, je me verse un salaire, bref, ils font ce qu'ils veulent. J'arrête d'investir. Et là, je suis bien, je suis dans ma zone de confort. Alors que nous, on va chercher plutôt des profils qui sont prêts à réinvestir pour atteindre cet objectif. Voilà. Staffer, etc. Tu vois, Matt, aujourd'hui, c'est une équipe de 7 personnes, juste Génération Dit Yourself. OK, ouais. Et il a démarré tout seul. Et vraiment, lui, il a réussi à être dans ce mindset de réinvestir dans des moyens, etc. Et ça a payé, parce qu'aujourd'hui, sa chaîne YouTube, elle est en train d'exploser. Sur le social, ça explose aussi. Enfin, ça fait déjà 18 mois, 2 ans que ça explose en dehors du podcast, mais il a vraiment réussi à atteindre ce qu'on a, nous, tous en tête et comme ambition pour tous les créateurs avec lesquels on bosse. Un podcast fort, une grosse chaîne YouTube, un gros compte Insta, etc. Ok, ouais. Avec des contenus après qui sont toujours qui vont être dédiés enfin, ça va pas que être du repurposing du podcast, mais ça va être des contenus adaptés, quoi. Ouais, donc c'est ça. Et donc il y a le podcast comme point de départ, et c'est vrai qu'il permet en déclinaison de refaire pas mal de choses en social, mais ça fait pareil 18 mois qu'on développe ces projets de docu. On est parti faire le GR20 en 7 jours en Corse. On est parti aux États-Unis faire ce film sur le rêve américain. On est parti au Brésil voir les coulisses de Veja. Là, plus récemment en Chine, pour comprendre comment ils nous ont mis une raclée ces 5 dernières années. Et ça, c'est des vrais docus, des films qui vivent vraiment une vie très complémentaire par rapport au podcast. Et c'est cette stratégie de réinvestissement qui nous permet de créer aussi ces formats différents et de diversifier un peu l'offre. Ok, ouais. Et du coup, les projets comme les documentaires et tout, c'est quoi un peu enfin, c'est comment ça se construit, comment ça se prépare J'imagine que c'est différent entre le GR20 et le voyage en Chine, mais... Le GR20, c'était vraiment une idée à la con. Le GR20, alors moi je suis né en Corse, et le GR20, je l'avais déjà fait 3 fois à ce moment-là. Et quand je suis rentré de la 3e fois, j'ai dit à Matt, mec, faut qu'on y retourne, faut que tu viennes faire ce GR20. Puis lui-même a des origines corse, enfin, il l'a jamais fait. Et je lui ai dit, et on le fait en 5 jours. Alors qu'il faut 14 jours pour le faire. Hein. Quand je dis idée à la con, idée à la con. Et là, il me dit, OK, chaud, mais bon, on essaie d'être raisonnable, on se dit 7 jours. OK, go. Et donc, c'était 1 an avant, quasiment, qu'on y aille. Et au fil de la réflexion, on se dit, mais en fait, il faudrait qu'on raconte, quoi, ça. Enfin, le lieu est canon, on va quand même en chier, on va devoir s'entraîner, on va devoir faire plein de trucs, il y a plein de trucs à raconter. Et puis, le parallèle avec l'entrepreneuriat est assez évident. Et donc, on a écrit tout un concept par rapport à ça. On a embarqué Bart dans l'aventure, on a embarqué Lauriane Mélière dans l'aventure, qui est l'agence de rédaction Plume, et Augustin Chenard,
il était contrat pro chez Orso dans l'équipe sales quand même. Le mec est passé de sales à réel. Et c'était vraiment sa passion première. Il réalisait des films, il avait déjà fait plein de trucs au Népal, je crois. Enfin, donc il avait déjà ça. Hein. Et donc on est parti avec Augustin et Axel, qui était un prestat à l'origine, qui nous bossait avec nous sur des formats shorts. Il bossait avec nous sur des events, des choses comme ça. Et nous voilà embarqués. Et on fait ce film, et enfin, avant de partir, on le pitch à des sponsors avec lesquels on bossait déjà. Conto nous a dit ouais, ça nous éclate, c'est marrant. Donc ils nous ont aidé à financer la prod. Samsung aussi nous a aidé. Et donc il y avait Hive aussi, c'est du cloud souverain. Et voilà comment on l'a financé. On était break-even, on n'a pas gagné d'argent, mais ça a couvert l'ensemble de nos frais, des frais de prod. Voilà, donc ça a bien marché, ça nous a éclaté. Donc on s'est dit, faut qu'on refasse des projets comme ça. Et il y avait ce sujet. Mais si on prend celui de la Chine là maintenant. La Chine. En fait, ça part d'un constat. De notre position, ça fait des mois et des mois qu'on voyait la Chine émerger partout, dans l'IA, dans la robotique, dans la tech, dans l'innovation, dans les bagnoles. Et puis moi, je gérais 01net, j'étais journaliste tech longtemps, donc j'étais assez conscient de ce qu'était en train de faire la Chine, mais il y a eu une accélération de ma boule quand même là ces 5 dernières années. Et là, on se posait juste la question, mais comment ils font ? Comment ils ont fait en 5 ans pour aller aussi vite ? Aussi vite. C'est un truc de malade mental. Et donc, on s'est dit, on va aller voir. On va y aller. Et donc, on a beaucoup bossé en amont, on a beaucoup lu, on a regardé des choses, on a rencontré des gens. Et donc, on n'aime pas partir en ayant une idée très arrêtée de ce qu'on va aller chercher là-bas. Mais on est parti. T'as pas le scénario déjà écrit du documentaire en partant. Mais on est parti en sachant exactement où regarder. On savait pas ce qu'on allait dire, mais on savait où regarder. On devait regarder leur façon de fabriquer, leur façon d'innover, leur façon de financer les projets et la façon dont ils étaient organisés en tant que nation pour que tout ça aille à 10 000 à l'heure. Et on est allé sur place. Une semaine avant de partir, on n'avait même pas notre programme fixé. On avait plein de balles en l'air qu'on avait lancées, des touches avec des boîtes, des usines, des trucs. Mais toutes les balles, on a rattrapé les bonnes balles 2 jours avant de partir. Mais on savait juste où est-ce qu'on arrivait en Chine, à Hong Kong. Bon, c'est la Chine. Et on repartait de Shanghai. Mais entre les deux, on n'avait rien. Et donc, on a même booké des hôtels et des billets de train dans l'avion. On a volé avec Air France et il y a un Wi-Fi de ma boule en vol. Et donc, on a pu vraiment booker des hôtels dans l'avion en vol. Et voilà. Et sur les sponsors, là, on a monté, on a écrit tout un projet. Voilà, on a fait un deck qui expliquait ce qu'on allait voir là-bas, pourquoi c'était important de faire ce film, les retombées qu'on attendait. Et on a eu la chance de compter sur le soutien de IBAN First, qui est une boîte qui gère des transactions à l'international. Transactions à l'international en optimisant ton taux de change et tes frais. Et Eleven Labs, qui est un acteur qui fait du speech to text, text to speech, donc de la traduction. Et eux, évidemment, c'est un sujet international, donc ça les intéressait. Et donc, et voilà. Et après, on imagine avec eux des intégrations dans le film. Eleven Labs, c'était assez simple parce qu'on s'est dit, tiens, on va utiliser juste Eleven Labs pour faire de la trad de voix. Et on a aussi intégré une petite séquence dans le film sur les possibilités de leur agent multilingue. Et IBAN First, hyper intéressant, hyper naturel aussi comme intégration, parce qu'en Chine, il y a ce fonctionnement entre Hong Kong, Mainland China et le reste du monde, avec des risques de taux de change assez élevés quand tu fais transiter de l'argent d'une zone à l'autre. Donc, hyper intéressant d'avoir IBAN First, d'avoir leur avis sur les risques et comment t'en prémunir en tant qu'entrepreneur. Voilà. Et voilà, Augustin, toujours de la partie, sur tous nos projets de films d'ailleurs, les 4. Et il a assuré d'une main de maître la réal. Et voilà, là, on a bouclé le budget. On a perdu un peu d'argent, pour être tout à fait transparent. Enfin, perdu.
Non, pour moi, c'est pas de l'argent perdu parce que l'impact, l'impact qu'il y a eu, le film est monumental. Ouais, c'est ça. En fait, on n'avait pas anticipé les coûts de l'avant-première. Et un peu comme beaucoup de choses qu'on fait, on fait un peu les trucs en last minute. C'est un peu notre marque de fabrique. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire une avant-première. Mais on s'est pas rendu compte que ça allait nous coûter quand même des ronds. Et on a planté le PNL du projet à cause de ça. Mais encore une fois, c'est pas grave parce que là, j'ai pas regardé les chiffres récemment, mais on doit être pas loin des 400 000 vues en full organique en moins d'un mois. Donc ça, c'est assez fou. Et puis, on a des sollicitations par ailleurs assez dingues de la part de dirigeants. Il y a des ministres. On est sollicité pour le diffuser à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen. Donc l'impact pour nous est colossal, monstrueux. Et on est sollicité aussi par des chaînes de télé pour le diffuser. Et donc peut-être que notre PNL va remonter dans le vert dans les prochains mois. Dans les prochains mois, ouais. Ok, ouais. Et comment est-ce que du coup vous voyez la croissance d'Orso? C'est quoi un peu votre vision là-dessus? Écoute, ma vision est très liée à ce qui se passe aujourd'hui avec l'IA. Et j'ai la conviction, l'intuition qu'on va vers une polarisation extrême des contenus. Tu vas avoir d'un côté des contenus très serviciels où tu as besoin d'une info très simple. L'IA le fera très bien pour toi. Un truc très factuel. Et même, tu auras du contenu généré par l'IA, que ce soit audio, vidéo, texte, qui va faire le job parce que tu n'as pas besoin de plus. Et de l'autre côté du spectre, je pense qu'on aura des médias ultra incarnés où l'humain sera prédominant. Et nous, on est là. On est vraiment de ce côté du spectre. Et notre enjeu, il est de faire en sorte d'avoir des incarnations les plus singulières possibles pour continuer à faire du contenu que l'IA ne sera pas capable de générer, en tout cas, même si ça va très vite, mais pas dans les 4, 5, 10 prochaines années. C'est pas du tout une stratégie défensive, c'est plutôt un renforcement encore de nos convictions là-dessus, justement d'avoir des incarnants forts auxquels les audiences s'attachent, s'identifient. Et c'est le cas un peu de tous les podcasteurs ou les youtubeurs qu'on aime et qu'on suit. On les aime pas que pour le contenu, on les aime aussi pour leur personnalité, leur façon de parler, leur style, les questions qu'ils posent, leur humour. Et donc c'est ça qui fait la différence aujourd'hui avec les IA. Et nous, on est vraiment là-dedans, ce qui ne nous empêche pas d'utiliser l'IA au taquet, au max, mais en tant qu'assistant, pour nous aider à accélérer, à faire plein de trucs qu'on n'aurait pas le temps de faire, etc. Mais nous, notre game, il est là. Et notre objectif, c'est de développer toujours plus d'IP, donc de propriétés intellectuelles qui nous appartiennent, des rendez-vous forts, des incarnations fortes que les gens aiment, que les gens suivent, auxquelles les gens ont envie d'être fidèles, quoi. Et vous avez chiffré tout ça, ou c'est plutôt un peu au feeling tu vois, en se disant, en fait, on aimerait, je sais pas, avoir 20 podcasts en propre d'ici, je sais pas, 3 ans, ou enfin... Non, disons qu'on est plutôt en termes de pourcentage. Tu vois, on se dit que là, aujourd'hui, je crois que la part de chiffre d'affaires généré par nos IP en interne, c'est peut-être 45% du chiffre d'affaires. Et on s'est fixé comme objectif de passer à 75%. Voilà. D'ici 2-3 ans. 2-3 ans. Voilà. C'est-à-dire que 75% de notre chiffre d'affaires provient d'IP qui nous appartiennent. Ok. Super intéressant. Ce qui ne veut pas dire qu'on va réduire le chiffre d'affaires pour les créateurs. Oui, c'est ça, mais c'est juste que le gâteau va grossir. Voilà, on va faire grossir le gâteau. Super intéressant. On va passer sur des rapides questions de la fin. C'est quoi la pire erreur de management que tu as faite? C'est une bonne question. Il y en a eu tellement. Celle qui t'a marqué. Hein. Ça a peut-être été de faire trop confiance, j'ai envie de dire. Non, on va dire... Alors, c'est pas un cas en particulier, mais l'une des erreurs que j'ai faites les plus souvent, c'est de penser que les gens pensent tous comme moi.
tu vois. De Et pas donc, expliciter ce que... Ouais, et de penser que si je donne une consigne à quelqu'un ou si je lui dis, eh ben, pour moi, il va forcément le faire comme je le ferais moi. Et donc, voilà. Ce qui n'arrive jamais. Sinon, ce serait boring, on se ressemblerait tous. Et ça, c'est une erreur de management récurrente que j'ai maintenant intégrée, que je sais. Et donc, déjà, j'intègre le fait que les choses que je demande ne soient pas faites exactement comme je les aurais faites moi. Et quand c'est le cas, quand je veux que les choses soient faites exactement comme j'ai envie qu'elles soient faites, je l'explicite et je le dis de manière plus claire. Voilà, je veux que ce soit comme ci, comme ça, comme ça. Ou alors je le fais moi-même. C'est vrai. Est-ce que tu as un livre ou un contenu qui t'a marqué dernièrement que tu conseilles? Non, mais enfin, c'est pas récemment, mais c'est une ref toujours récurrente chez moi. C'est l'almanach de Naval Ravikant. Ok, ouais. Qui est pleine à la fois de sagesse et de bon sens quand on est entrepreneur. Donc voilà, je conseille à tous de le lire. C'est hyper facile. En fait, c'est un condensé en plus de tout ce qu'il a pu dire sur Twitter, un peu dans ses podcasts, dans les formats où il a été interviewé. Donc, c'est assez intemporel en plus. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui te permet de recharger tes batteries au quotidien? Le sport, pas mal. On est tellement accro à nos écrans que voilà. Puis après, on peut se donner des excuses. Oui, mais moi, c'est pour le taf, etc. Machin. Mais c'est vrai qu'on est toujours fourré sur des écrans. Et j'avoue que quand je sors courir, à minimum 2 fois par semaine, ça fait du bien, quoi, de voir un peu l'horizon, de te vider la tête, de penser à autre chose. Et ça te permet quand même de réfléchir, de prendre du recul sur ton taf et d'avoir des nouvelles idées. Donc ça, c'est hyper important. Et j'accorde beaucoup d'importance aussi à des phases de travail deep solitaire, le soir. Moi, j'aime bien bosser le soir. C'est ta personne qui te dérange. Voilà. Quand tout le monde est endormi, silence partout. Je suis vraiment hyper focus sur certaines choses. C'est là où je peux vraiment me geeker pendant des heures sur Lovable ou sur d'autres trucs. Et j'avoue que si j'avais pas ces moments un peu suspendus pour moi où je peux faire avancer des trucs de mon côté, ce serait très compliqué. Okay. Est-ce que tu as une boîte dont tu aimerais voir le fonctionnement de l'intérieur? Il y en a tellement. Putain, c'est dur comme question. Je sais pas, parce que j'ai envie de dire, les boîtes qui me viennent en tête, je les connais bien, et du coup, je connais bien comment elles fonctionnent de l'intérieur. Non, moi, ce qui m'intéresse... Alors, c'est pas une boîte, mais ça m'intrigue beaucoup les arcanes du pouvoir, tu vois. Comment se font les décisions politiques. J'avoue, les documentaires politiques, ça me passionne. Je trouve ça hyper intéressant. Et surtout là, tu vois, on est quand même dans une ambiance un peu compliquée, où toutes les prises de position sont hyper sensibles. Ça m'intéresse. Tu vois, j'adorerais être une petite souris pour comprendre la mécanique de prise de parole sur tel sujet. Tu vois, pourquoi tu fais ci et pas comme ça. Et pareil, j'aimerais bien savoir, mais si ça se trouve, on verra que c'est de l'impro comme dans les boîtes. Tu vois. Mais je pense qu'il y a une grosse part d'impro. Je pense aussi. Bien sûr, déjà, parce que tu es obligé, parce que tu es suivi. Enfin, c'est l'actu qui te rattrape. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est tout ce que nous, on ne sait pas. Tu vois. Il y a des prises de position qu'on découvre et on se dit, ah, ok. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi il y a eu tel mot placé à ce moment-là. Et on se dit peut-être que c'est dans notre intérêt qu'on ne le sache pas. Je ne suis pas du tout complotiste, mais ça m'intrigue d'être dans de connaître les coulisses de ces décisions-là. Tu vois. Ok, très cool. Si, j'aimerais bien aussi connaître les coulisses de la création de cette forêt en face de l'hôtel de ville. Ah ouais. Qui nous a coûté 6 millions d'euros, nous Parisiens. Je sais pas, j'en parle de temps en temps ici. Enfin, avec des potes, je dis, mais tu te rends compte, 6 millions d'euros pour une forêt. Pour mettre des arbres dans des bacs.
parce qu'il y a quand même un parking souterrain sous cette place. Alors, ça va peut-être pas parler à ceux qui sont pas de Paris, mais je me dis, tu vois, en tant que COO, comment en réunion, tu te dis, go, 6 millions, ça passe, ça marche. On y va, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, le CEO de la mairie de Paris. Ça marche. Bah, merci en tout cas pour ce moment qu'on a pu passer Merci ensemble. pour ton invitation. Où est-ce qu'on peut suivre ton actu? Écoute, pas mal sur LinkedIn, Ouais. sur Insta, où je publie quand même quelques trucs. Et là, récemment, j'ai lancé un projet qui s'appelle leswitch.eu. Alors, Très c'est cool. un projet que j'ai lancé avec ma petite boîte perso, parce que c'est vraiment un projet passion qui me tient beaucoup à cœur. C'est sur la souveraineté numérique européenne. Donc, comment nous, Européens, par nos choix, on favorise l'émergence d'une tech européenne forte en privilégiant des outils numériques européens quand ils sont performants. Il ne faut pas les utiliser que parce qu'ils sont européens, mais quand ils sont performants, il vaut mieux les utiliser, consommer local. Et donc, c'est une newsletter pour le moment dans laquelle chaque semaine, je mets en avant des outils numériques européens et je dis ce que j'en pense, je raconte un peu comment ça fonctionne, ce qui est bien fichu, ce qui pourrait être encore amélioré. Voilà, c'est une newsletter dans laquelle aussi tu as des actus en lien avec la souveraineté, un petit édito, quelques croustilles. Non, mais il est très cool, très cool. Je me suis délecté des deux premières. Leswitch.eu. Super. Bah, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Ciao. Salut. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.